qui est pour finalité non pas la langue, mais la réflexivité, la gestion, le retour sur les attitudes de fermeture que peut déclencher la découverte de quelque élément qu'il soit dans une société autre. Quelque élément qu'il soit. D'accord? Et ça, tous les enseignants ont eu affaire d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas un accident de parcours. Ce n'est pas une forte tête qui dit « Ah ouais, en France, en Suède, il y a des drapeaux devant chaque maison, n'importe quoi. » C'est très commode parce que quand le propriétaire est là, le drapeau est levé. Quand il n'est pas là, le drapeau est baissé. Donc pour les voleurs, c'est parfait. Mais bon, ceci est une autre histoire. Mais bon, alors ils sont nationalistes. Mais ça veut dire quoi être nationaliste? Qu'est-ce qu'être nationaliste? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les manifestations du nationalisme? Et est-ce que le nationaliste, c'est pas accuser quelqu'un d'être nationaliste au bout du compte? Si on retourne les choses. C'est qui accuse qui d'être nationaliste? C'est pas qu'est-ce que le nationalisme. C'est qui accuse qui d'être nationaliste, quand et pourquoi. Et on voit comment le problème se déplace. Je te retrouverai la source de ce genre de pensée qu'on trouve chez Kant. Hein, voilà. Hein, tu vois, pourquoi les chemins se retrouvent. Oui, non, mais nous sommes tous... mais l'accès, c'est une forme d'accès à s'il appelait le sens commun pour le sens commun, hein, qui est effectivement la capacité que l'on a à penser en se mettant à la place de l'autre. Et ça, c'est le fondement. Donneroff a repris dans un autre bouquin assez récent, remarquable, les mêmes idées. Et c'est vrai que c'est le noyau principal. Alors, le noyau principal pour moi, pour accéder à l'interculturel. Voilà, absolument. Mais accéder à l'interculturel, ce n'est pas une compétence. Voilà. C'est une attitude. Moi, je suis effaré quand j'entends parler de compétences de communication interculturelle. Comme si être disponible pour un autre, c'était une compétence. Et être disponible aux autres, c'est une compétence. Bon. Moi, j'aimerais bien, parce que ça pourrait s'enseigner un peu plus vite. Hein. Mais ce n'est pas une compétence, c'est une manière d'être. C'est une manière d'être aux autres. C'est une manière de vivre avec. C'est une manière de construire sa vie. C'est une manière d'avoir des relations avec autrui qui ne relève pas d'une espèce d'entraînement qui permet d'y accéder. Donc c'est un travail très difficile d'agir sur les attitudes réflexes des apprenants devant l'altérité et l'inconnu. C'est pas facile du tout. C'est pas gagné. C'est pas... moi, ce que je reproche à la littérature sur l'interculturel, c'est d'en faire une compétence et puis on y va, quoi. Mais quand vous avez 3 heures de cours par semaine, 90 heures avec vos étudiants, et que vous consacrez, vous consacrez 10 séances à un travail sur la réflexion sur l'altérité dans votre classe de langue, est-ce que vous pensez qu'on va arriver à faire bouger les lignes? C'est peut-être possible. Il faut y croire, il est nécessaire d'y croire. Non, excusez-moi, il y a quand même toujours eu, plus ou moins bien sûr, dans tous les enseignements de langue, je suppose, une petite part de ce que vous ne voulez pas appeler le culturel. Ça dépend ce que vous appelez par là. Si par culturel vous entendez lire les œuvres littéraires et faire les... Ah ben... Non, si vous voulez, j'ai eu pendant ma plutôt longue carrière universitaire en master des étudiants étrangers et en particulier un Iranien et un Chinois qui m'ont dit, pour l'Iranien, nous avons appris le français dans le Coran, avec une traduction du Coran en français, et un Chinois, lui, c'était les œuvres de Mao. Oui, mais... Donc là, il n'y avait pas du tout de culture. Alors que un Italien ou un Anglais... Mon problème, c'est de savoir si ces étudiants-là, quelle est leur disposition, comment ils regardent les sociétés francophones, comment ils réagissent devant les sociétés francophones. Quand ils arrivent, ils sont un peu stupéfaits, effectivement. Oui, mais c'est pas seulement la surprise du départ, c'est l'attitude qu'ils vont développer par rapport à une société autre. Alors, ou bien ils tombent dans la culturation et trouvent que tout est parfait en France et qu'on bien leur fasse, ou bien ils tombent dans des... On a des carnets de bord d'étudiants étrangers interculturels, on en a des centaines qui ont été produits par des collègues. On voit bien que c'est extrêmement ambivalent, que c'est compliqué. Et nous, notre problème, c'est comment nous, qui enseignons les langues en France,
on essaye de faire entrer un peu de cette souplesse anthropologique, on va dire, cette forme d'ouverture critique, hein, d'ouverture attentive, mais de disponibilité pour l'altérité que nos étudiants n'ont pas génétiquement. Là, je suis désolé, hein, c'est pas dans les gènes, ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, 5 minutes, je vous le fais en 5 minutes? 5 minutes. Alors, il faut bien se rendre compte que dans une classe de langue, l'altérité n'est pas là. C'est simple. La société étrangère n'est pas là. Et les locuteurs étrangers, ils ne sont pas là non plus. C'est extrêmement simple. Sauf quand vous apprenez l'anglais en Angleterre, le français en France, l'allemand en Allemagne. Mais dans une situation scolaire standard, l'altérité, elle est présente sous des formes extrêmement médiatisées, d'accord, et qui ne sont pas... et donc, on ne peut pas entraîner au dialogue interculturel avec des absents. C'est un peu difficile, quoi.